Comment les provinces romaines d'Égypte et d'Afrique ont-elles changé à l'époque de Justinien? Comment pouvons-nous imaginer la vie dans cet empire romain d'Orient maintenant, avec sa capitale à Constantinople, par opposition au siècle précédent où la capitale était à Rome? Comment était la vie à Alexandrie ou à Carthage vers l'an 600 après Jésus-Christ? À quoi ressemblèrent les villes pendant cette dernière étape de l'Antiquité tardive, avant que bientôt l'empire romain d'Orient ne soit confronté à d'énormes défis et avant qu'il ne perde d'immenses territoires? Ce sont des questions qui m'ont toujours fasciné et auxquelles j'essaierai de répondre dans cette vidéo. La province romaine d'Égypte a fait partie de l'Empire romain pendant près de 700 ans, de la conquête romaine dans les dernières étapes de la République. Lorsque l'Égypte est devenue la capitale de l'Empire romain, l'Égypte est devenue une province romaine officielle en 30 avant Jésus-Christ, jusqu'à la perte de la province lors de la conquête musulmane en 641 après Jésus-Christ. Cette énorme période est très difficile à imaginer. Et il en va de même pour la province romaine d'Afrique. De l'établissement de la province après la troisième guerre punique en 146 avant Jésus-Christ jusqu'à la chute de Carthage en 698 AP-C. Cette province faisait partie de l'Empire romain, à l'exception d'une interruption de presque 100 ans par les Vandales, pendant une incroyable durée de 749 ans, encore plus longtemps que l'Égypte. Mais comme nous pouvons l'imaginer, la vaste transformation culturelle qui a eu lieu dans l'Empire romain depuis les premières années de l'Empire jusqu'au 7e siècle aurait un impact gigantesque sur l'apparence de ces villes. Et naturellement alors bien sûr aussi sur les personnes qui y vivaient elles-mêmes. Alors, comment pouvons-nous imaginer la vie par exemple à Alexandrie en l'an 600 après Jésus-Christ et à Carthage la même année? C'étaient les deux plus grandes villes d'Égypte et d'Afrique respectivement dans cet empire romain d'Orient de Constantinople que certains aiment aussi appeler empire byzantin. Maintenant, bien sûr, il est immédiatement clair à quel point les villes devaient avoir l'air différentes en 600 après Jésus-Christ, comparativement à 140 ou 30 avant Jésus-Christ. Sur une période de temps aussi vaste, non seulement l'architecture changerait radicalement, mais aussi les coutumes, les croyances, et donc bien sûr aussi la vie quotidienne. Heureusement, de nombreux sites de l'Égypte et de l'Afrique romaine sont étonnamment bien conservés. Et donc les preuves archéologiques des 6e et 7e siècles sont en réalité assez abondantes. Les villes abandonnées comme Douga sont particulièrement une mine d'informations, où nous pouvons comprendre comment la ville de Douga a été construite. À quoi ressemblèrent les villes au 6e et 7e siècle après Jésus-Christ? Dans l'Empire romain d'Orient, après la chute de l'Empire romain d'Occident, la différence la plus évidente et visible devait être une densité beaucoup moindre de structures païennes anciennes et de temples. Dans tout l'Empire romain, à certains endroits déjà au IIIe siècle, mais dans d'autres au 5e siècle, une pratique a commencé, où les structures plus anciennes qui étaient au-delà de la réparation étaient démontées pour les matériaux de construction. Cela s'appelait le spolia, et c'était pratiqué dans tout l'Empire. Mais bien sûr, cela a été fait plus dans les endroits où les carrières de pierre étaient éloignées, et où la nécessité dictait que de telles pratiques seraient plus faciles que d'extraire de nouvelles pierres de loin, puisque cela nécessitait toujours une infrastructure de travail et du commerce, et de la prospérité. Et après le 4e siècle après Jésus-Christ, c'était de moins en moins souvent le cas. Douga construite au 4e et 7e siècle après JC est observable. Nous pouvons voir par exemple comment l'ancien temple païen sur le Capitole a été transformé en une forteresse avec d'énormes murs construits autour, ce qui a été fait après la reconquête de la province d'Afrique par Bélisaire. Le matériau de construction provenait de structures plus anciennes qui étaient irréparables, comme le cirque ou l'amphithéâtre, ou d'autres temples païens à proximité. Donc, nous verrions beaucoup moins de temples païens anciens en 600 après Jésus-Christ qu'en 100 après Jésus-Christ à Alexandrie-Carthage ou dans n'importe quelle autre ville d'Égypte ou d'Afrique. Les villes sont devenues plus fonctionnelles et les vieux bâtiments qui n'étaient plus nécessaires, car ils faisaient partie des anciennes traditions romaines, ont été utilisés pour construire de nouveaux bâtiments. Les murs de fortification étaient bien sûr une de ces fonctions qui était très importante, puisqu'aucun mur de fortification n'était nécessaire à l'apogée de l'Empire romain. Mais ils étaient très nécessaires des centaines d'années plus tard, avec des menaces constantes de différents ennemis externes. Ainsi, les villes auraient eu l'air moins païennes, si vous voulez, et plus fonctionnelles,
peut-être aussi moins artistique à certains endroits. Avec le déclin de l'Empire romain d'Occident, l'art de la statuaire a également diminué. En fait, beaucoup des dernières statues de l'Antiquité datent de la fin des années 500 et du début des années 600 après Jésus-Christ. Et ce n'est pas une coïncidence, car cette ancienne forme d'art était intrinsèquement liée aux anciens cultes païens. Et donc cette tradition est devenue beaucoup plus rare avec le déclin du paganisme. Cela peut être vérifié par exemple par le fait que les derniers bastions païens étaient également les endroits où l'art de l'artisanat était le plus continué et enseigné, comme dans la ville d'Aphrodisias qui était un bastion païen, où l'artisanat a prospéré jusqu'au début des années 500 après J.C. Là-bas, de nombreuses statues impressionnantes ont encore été créées, même à cette époque tardive, mais cela, bien sûr, était l'exception. Dans la plupart des autres villes, avec le triomphe du christianisme, les communautés païennes ont rétréci, et donc cette ancienne forme d'art a également lentement disparu. Elle a cependant été supplantée par des mosaïques très impressionnantes, et donc, en 600 après Jésus-Christ, vous verriez moins de statues ornant les villes qu'à l'époque ancienne, bien qu'il y en ait encore beaucoup, et qu'elles aient été soigneusement collectées et préservées chaque fois que possible, comme le montre par exemple l'évidence d'Éphèse. Mais c'est juste qu'il n'y a presque pas de nouvelles qui ont été construites après environ 600 après Jésus-Christ. Maintenant, de manière intéressante, la composition des villes en Égypte et en Afrique, mais aussi par exemple en Anatolie, et même à Constantinople elle-même, changerait d'une autre manière très importante. Mais avant d'en arriver là, si vous êtes un fan de l'Empire romain tardif comme moi, je peux vivement recommander une excellente série de livres par Gordon Dougherty que j'ai personnellement beaucoup aimé. Ce n'est pas une publicité, je ne reçois pas d'argent pour cela, donc c'est vraiment juste une observation sincère, puisque j'ai été en contact avec Gordon pendant un moment, et donc j'ai lu certains de ses livres. Il n'y a vraiment pas beaucoup de livres de fiction situés dans l'Empire romain tardif, donc bien sûr c'est toujours beau d'en lire un, surtout s'il est fidèle à l'histoire. Je vous conseille fortement sa série de livres Légionnaires, située au début des années 1800 après J.C. et basée sur l'Empire romain oriental de la fin des années 300 après Jésus-Christ, une période captivante pour les amateurs d'histoire romaine tardive. Et vous pouvez même écouter tous ces livres sur audiobooks.com. Et si vous êtes un passionné de Rome comme moi, et il y a de fortes chances que vous le soyez si vous regardez cette vidéo, alors vous pourriez être intéressé par les incroyables bagues et autres accessoires romains que la boutique SPQR est en train de construire. Il fabrique des bagues de légionnaires et d'autres thèmes, produisant une grande variété d'articles. Donc, si vous êtes intéressé par ce livre, vous pouvez consulter sa série de livres. Vous pouvez également trouver un lien vers leur boutique dans la description de la vidéo et dans le commentaire épinglé. Et avec ce lien, vous pouvez obtenir une remise de 10% sur chaque achat si vous tapez le code de remise Majorianos. Allez voir sa série de livres. Alors, retour aux villes de la fin de l'Antiquité. Si vous aviez traversé Carthage ou Alexandrie en l'an 600 après Jésus-Christ, vous auriez immédiatement été frappé par autre chose, en dehors de l'abandon des anciennes structures païennes et de la réutilisation des matériaux de construction. À savoir qu'à présent, au lieu des anciens forums, les rues principales avaient largement repris la fonction de lieu de rencontre, de lieu de commerce et d'échange, de lieu de socialisation et de lieu de procession religieuse. Cela était visible dans de nombreux endroits à travers l'Empire romain tardif. L'exemple le plus célèbre était bien sûr la Mesa à Constantinople, l'immense rue de procession triomphale qui avait de chaque côté des portiques à colonnades aussi loin que les yeux pouvaient le voir. Des rues similaires pouvaient être vues à Antioche, à Alexandrie, à Carthage et même à Rome. Les preuves archéologiques ainsi que les textes de l'époque montrent que la rue principale était devenue le lieu de rencontre et de commerce central. Les boutiques seraient maintenant principalement installées dans les portiques de ces rues, entre les colonnes de chaque côté. Par exemple, un décret adressé par l'empereur Zénon à Aramantius, préfet urbain de Constantinople, prescrit en détail minutieux comment les boutiques le long des colonnades de la Mesa devraient être configurées. Les façades de leurs étals intercolonnaires ne devaient pas dépasser 6 pieds de large et 7 de haut, et devaient être rivetées de marbre sur leur face extérieure, afin qu'elles puissent être un ornement pour la ville et une source de plaisir pour les passants. Des tendances similaires pourraient être observées dans tout l'Empire. Et donc, les villes en Égypte et en Afrique subiraient également ce changement.
La rue centrale était maintenant l'artère principale des villes. Non seulement nous verrions des boutiques là-bas dans les portiques entre les colonnades, mais aussi des décorations et des statues qui avaient précédemment été ailleurs seraient déplacées là pour orner l'espace. Bien sûr, des processions religieuses auraient également lieu le long de ces avenues centrales. Alors qu'au début de l'Empire, le forum était le lieu de rencontre central, dans lequel résidait un gouverneur local, et souvent orné d'un temple païen dédié à l'ancien culte impérial. Ces lieux centraux de culte avaient été remplacés par de nombreuses églises, qui étaient dispersées dans les villes. Ainsi, l'importance des forats a diminué, sauf bien sûr ceux qui étaient directement intégrés aux rues principales. Les forats qui étaient intégrés aux rues principales étaient maintenus en forme, réparés et continueraient à être utilisés bien jusqu'au Moyen Âge dans de nombreux endroits, comme à Constantinople. Malheureusement, les fouilles archéologiques à Alexandrie et Carthage ne sont possibles que sous une forme très limitée, car ces villes sont maintenant surconstruites et densément peuplées. Ainsi, des villes comme Duga ou Éphèse en Anatolie servent de modèle pour comprendre à quoi ressemblaient probablement les villes à cette époque. Par exemple, les fouilles à Éphèse ont montré que la rue principale, l'Ambolos, était une rue colonisée, et elle a effectivement conservé son importance jusqu'au début du 7e siècle. Ce n'est qu'en 614 et 615 que la ville a été largement endommagée et dépeuplée lors de la désastreuse guerre sassanide, et donc cela peut également s'appliquer à l'Égypte, qui a dû subir un sort similaire lors de cette guerre désastreuse. Au début des années 600, Alexandrie et d'autres villes égyptiennes ont été totalement dévastées, doivent encore avoir conservé beaucoup de leur splendeur antique. Et veuillez envisager de soutenir cette chaîne via Patreon ou l'adhésion à YouTube car j'ai vraiment besoin de votre aide pour pouvoir continuer ce travail sur l'histoire romaine tardive. Sans votre soutien, je ne sais pas combien de temps je peux encore continuer cette chaîne, car comme vous pouvez l'imaginer, l'algorithme de YouTube ne favorise pas exactement un sujet de niche comme l'histoire romaine tardive. Alternativement, vous pouvez soutenir cette chaîne en achetant mes produits dérivés sur YouTube. J'ai créé une boutique de produits dérivés avec des articles romains tardifs cool, drôles ou étranges, que vous pouvez acheter directement ici via YouTube dans la description de la vidéo. Merci beaucoup. À Alexandrie, le célèbre phare était toujours debout, inchangé depuis 850 ans à cette époque, tout comme d'autres bâtiments anciens. Mais la plupart des anciens temples païens avaient bien sûr été soit convertis en églises, soit détruits volontairement, soit tombés en ruine et étaient donc utilisés pour la construction de nouvelles églises ou maisons. Par conséquent, nous verrions ici aussi beaucoup moins d'anciens temples païens, bien qu'il y en ait encore quelques-uns. La densité serait néanmoins réduite, mais plus d'églises construites avec des coupoles dans le style byzantin seraient visibles. Et bien sûr, les anciens termes romains étaient toujours en usage. Ces anciens termes étaient, au début des années 6000, toujours en usage. Il y avait au total environ 130 Reuhan dans la région de Bag, Uhan dans la vallée de l'Ada, utilisés dans de nombreuses villes à travers l'Empire romain oriental, fascinamment depuis les premiers temps romains, signe d'une culture du bain ininterrompue qui a duré 7 siècles. Et ils étaient toujours alimentés par les anciens aqueducs, qui avaient été méticuleusement réparés et maintenus en forme car ils étaient souvent les artères vitales des villes, surtout dans le climat désertique parfois sec, les approvisionnant en eau fraîche sur de grandes distances, entretenus et maintenus en forme pendant de nombreux siècles. En revanche, les anciennes arènes de gladiateurs avaient depuis longtemps été démantelées ou utilisées comme espace de stockage. Car les jeux de gladiateurs avaient été abolis au 5e siècle, il en allait de même pour la plupart des anciens hippodromes et cirques, car les courses de chars devenaient de moins en moins fréquentes. Il en est de même pour Carthage et les villes d'Afrique. Même si la province avait été occupée par les Vandales pendant 95 ans, les Vandales n'ont pas détruit les anciens bâtiments romains, en fait ils les ont laissés en place tels qu'ils étaient, souvent inchangés. Mais bien sûr ici aussi, les réparations n'étaient plus si facilement réalisées, et les vieux bâtiments qui étaient au-delà de la réparation étaient également réutilisés pour la construction d'autres structures, comme de nouvelles maisons, ou bien sûr des églises ou des fortifications. Mais à part les bâtiments et la composition des villes, bien sûr, la population elle-même est intéressante. Alexandrie et Carthage sont restées de très grandes villes, comptant des centaines de milliers d'habitants jusqu'à l'époque byzantine. Mais bien sûr, ces habitants étaient très différents de ceux de l'époque romaine.
Lorsque vous vous promèneriez à travers Alexandrie, Carthage ou toute autre ville d'Égypte ou d'Afrique, vous remarqueriez immédiatement que les gens étaient vêtus très différemment de la façon dont ils l'étaient une fois. 600 ans plus tôt, ils porteraient des tenues complètement différentes, qui avaient déjà commencé à changer de manière significative au 3e et 4e siècle après Jésus-Christ. Nulle part vous ne verriez plus une vieille toge, ainsi que l'armure lorica, segmentata des anciennes légions, toutes deux presque intrinsèquement liées à ce que nous considérerions comme des tenues romaines. Au lieu de cela, les gens portèrent des tuniques. Le chlamys était également très populaire, et bien sûr, le pilus pannonicus, qui était encore beaucoup porté même en 600 après Jésus-Christ. Mais le commerce et les échanges devaient encore beaucoup ressembler à l'agitation que nous aurions vue à l'époque de l'Ancien Empire romain. Il y avait de nombreux entrepôts où les marchandises étaient stockées et chargées sur des navires, pour être transportées vers d'autres villes de l'Empire byzantin, qui à cette époque était encore très vaste et englobait encore une grande partie de la mer Méditerranée. Ainsi, le commerce et les échanges étaient encore très vitaux dans la ville. Et donc, nous verrions aussi de nombreux navires à grains quitter les ports d'Alexandrie, car ils apporteraient du grain à Constantinople de la même manière que Carthage avait fourni Rome en grain pendant des centaines d'années. Bien sûr, en 600 après Jésus-Christ, alors que Constantinople était impressionnamment grande et splendide, Rome à cette époque avait beaucoup rétréci, et elle n'avait pas reçu de navires à grains de Carthage depuis au moins un siècle. Ainsi, vous ne verriez pas la même agitation. Mais vous verriez beaucoup plus de prêtres, de cérémonies chrétiennes et de processions chrétiennes. Ici, les rues principales seraient bien sûr le point central de ces processions, et de nombreuses reliques de martyrs étaient transportées le long des rues, bordées de colonnades des grandes villes d'Égypte et d'Afrique, jusqu'à ce qu'elles soient déposées dans leur lieu de repos dans les grandes églises et basiliques, souvent au milieu de la ville. Nous voyons donc qu'en 600 après Jésus-Christ, Alexandrie et Carthage conservaient encore une grande partie de leur ancienne splendeur romaine, bien que sous une forme quelque peu diminuée. Mais ce étaient toujours des villes grandes et impressionnantes. D'autres villes d'Égypte et d'Afrique étaient assez similaires dans leur composition, et sous une forme modifiée, vous pourriez toujours voir leur héritage romain, comme par exemple dans le cas de Duga, un impressionnant temple du Capitole serait toujours là. Il serait jeté sur la ville, très visible même de loin, montrant son héritage romain distinct. L'ancienne structure romaine des villes en 600 après Jésus-Christ était encore intacte à travers l'Égypte et l'Afrique et dans de nombreux endroits. On aurait cru que vous étiez en l'an 400 après Jésus-Christ, tant certaines villes avaient peu changé à certains endroits. Ainsi, à cette époque, dans les dernières étapes de l'Antiquité tardive, nous verrions la fin de l'Ancien Empire romain. Et dans les derniers temps où l'Ancien Empire romain survivrait encore, bien que maintenant plus tellement dans les anciens forats, théâtres et amphithéâtres, et cirques et temples païens, mais plutôt le long des rues porticées et dans les basiliques, églises et palais des fonctionnaires de l'État. Mais les bains étaient encore très fréquentés à cette époque, témoignant de la longévité de certaines traditions romaines. Et nous pouvons en être sûrs. Nous pouvons être sûrs que certains discours ou assemblées se déroulaient encore de temps en temps dans les anciens amphithéâtres, dont beaucoup étaient encore debout. Ainsi, dans de nombreux cas, vous auriez trouvé la vie en Égypte ou en Afrique en 600 après Jésus-Christ, très différente de la vie 600 ans plus tôt, mais dans de nombreux autres cas, très similaires. Et s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous afin de ne manquer aucune future vidéo. Et veuillez envisager de soutenir mon travail sur Patreon ou via une adhésion YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Car cette chaîne ne fonctionnerait pas sans nos incroyables membres Patreon et YouTube. Et je tiens vraiment à remercier chacun et tous ceux qui soutiennent cette chaîne sous quelque forme que ce soit. Merci à toi, Biagio et Mickey. Et si vous voulez en savoir plus sur les grandes villes de la fin de l'Empire romain, vous pouvez regarder cette vidéo ici dans la description. Mais si vous voulez en savoir plus sur comment et pourquoi Rome a tant décliné après le 5e siècle après Jésus-Christ, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, Gratiasti, Biagio et Benevalette.